Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Avant d'entamer la séance de cours, est-ce que vous avez des questions par rapport au dernier cours? Vous avez compris les notions qui ont été introduites? Est-ce que c'est clair, la notion de débit, de rapidité, de bande passante? Ok, donc si c'est clair, donc on entame la suite du cours. Je vous inviterai aussi à, parce que vous avez eu la série d'exercices, donc à essayer de la préparer chez vous. Comme ça, lorsqu'on sera amené à corriger des exercices, donc s'il y a des solutions qui viennent de vous, on pourra éventuellement partager un écran pour voir ce que vous proposez et voir vos erreurs. Donc, parce que vous donnez directement les solutions, ben, notamment, ce n'est pas forcément la meilleure approche. Donc, il serait préférable que vous-même vous essayez de résoudre ces exercices. Voilà, donc on va entamer la suite du cours. On s'était arrêté, si vous vous rappelez bien, avec la notion de trafic. Donc on avait expliqué la différence entre trafic et débit, hein, c'est-à-dire le débit euh, qui est offert par le réseau et le trafic qui circule sur ce réseau. C'est-à-dire que le trafic va quelque part représenter l'utilisation du réseau, c'est-à-dire par rapport à vos besoins. Ok, donc on avait introduit deux paramètres, deux coefficients qui permettent d'estimer le trafic. Premier, c'était l'intensité du trafic qui donnait a priori le taux d'occupation en termes d'heures, en termes de temps, et un deuxième coefficient qui était le taux d'occupation en termes d'échange de données, hein. Donc c'était le ratio entre le débit effectif, c'est-à-dire ce que vraiment vous utilisez, par rapport au débit nominal, c'est-à-dire celui qui est offert par le réseau physique. On va passer maintenant à la façon dont va être représenté le signal, parce qu'on est amené à envoyer donc des données. Donc on avait commencé par dire que le signal peut être représenté par deux façons, soit en utilisant une transmission numérique ou bien une transmission analogique. Donc dans le cas d'une transmission analogique, c'était faire varier les caractéristiques du signal. Donc ces caractéristiques, donc elles seront présentées par trois paramètres que sont donc la fréquence, l'amplitude et la phase. Donc en faisant varier ces trois paramètres, j'arrivais à moduler, c'est-à-dire à créer des états différents qui allaient représenter les différentes données que je pouvais donc envoyer sur le réseau. Lorsqu'il s'agit de transmission numérique, donc là, je vais agir autrement. Je vais agir sur un seul paramètre qui est soit l'intensité donc du signal ou sa puissance. Donc, en faisant varier par exemple l'intensité, donc je créais différents états qui allaient là aussi représenter toutes les combinaisons de données possibles. Donc, quelle que soit la transmission, que j'utilise la transmission analogique ou la transmission numérique, donc il y a des façons de coder. Donc, on va voir donc les techniques qui sont utilisées dans chacun de ces deux cas. Alors, on va commencer par la transmission analogique. Donc, dans la transmission analogique, donc on parle de modulation. Donc, la technique qui va consister à créer des états spécifiques par rapport à ce type de transmission est appelée modulation. Donc, à l'émission, donc ça va consister à créer ces états. Donc, c'est l'opération de modulation. À l'arrivée, donc il faut faire une démodulation. Alors, pourquoi on module? Parce que à l'intérieur d'un ordinateur, les signaux qui sont manipulés sont des signaux numériques. Ça, je pense que vous le savez, vous le voyez dans certains modules, je crois structure machine, etc. Donc, vous avez vu que, en général, le 1 était représenté par un signal avec une certaine tension, et le 0 avec soit absence de courant ou là, une autre tension. Donc là, la base de la représentation de l'information à l'intérieur d'un ordinateur, elle est numérique, puisqu'on n'utilise qu'un seul paramètre. On n'utilise pas la fréquence, etc. Donc, lorsqu'il faut passer du numérique vers l'analogique, il faut transformer complètement le signal. Et donc, c'est cette opération qui va s'appeler la modulation. Elle est réalisée par la carte réseau, une carte réseau spéciale qu'on appelle le modem. Donc, c'est le modem
qui est une carte réseau spécifique, qui va permettre de transformer le signal numérique qui est manipulé par l'ordinateur en signal analogique. À la réception, je fais l'opération inverse, c'est-à-dire je démodule, c'est-à-dire je transforme le signal analogique qui me parvient vers le signal numérique qui est adapté à l'ordinateur. C'est de là d'où vient le mot modem. Le mot modem, c'est l'acronyme de modulateur-démodulateur. Vous avez deux parties qui sont collées pour former le mot modem. Alors, lorsqu'il s'agit de transmission analogique, il y a plusieurs possibilités de moduler. La première, on verra qu'on peut les combiner. Hein, donc, ce ne sont pas des méthodes qui sont indépendantes. Ce sont des méthodes que je peux assembler et les combiner. Donc, la première approche, c'est de moduler par rapport à l'amplitude, ce qu'on appelle l'ASK aussi, c'est-à-dire je fais varier l'amplitude pour créer des états différents. Là, on a un exemple, c'est-à-dire que là, j'ai utilisé plutôt une amplitude VH pour représenter le 1 et une amplitude VL pour représenter le 0. Donc, lorsque j'ai envie d'envoyer le 1, donc je vais générer le signal avec une amplitude VH. Quand j'ai envie de générer donc le 0, donc je vais envoyer le signal avec une amplitude VL. Alors, vous voyez que tous les états ont une durée fixe. Ça, c'est ce qu'on avait appelé la rapidité, la durée d'un état. Donc, la durée d'un état ne change pas. D'un état à un autre, elle est toujours fixe. Ça, c'est un axiome. On avait dit que on devait garantir que tous les états avaient la même durée. Donc, ce qui diffère entre deux états ici, c'est l'amplitude. Donc, en faisant varier l'amplitude, je crée des états qui représentent des données différentes. Je peux agir aussi au niveau de la fréquence. Et là, on est dans le FSK. Donc, dans la fréquence, je vais utiliser une fréquence de base que j'appelle f. Alors, rappelons la fréquence, c'est quoi? C'est 1 sur la période, c'est-à-dire c'est le nombre de périodes par seconde. C'est quoi la période? C'est la durée d'une portion élémentaire de mon signal sinusoïdal, c'est-à-dire ça, avec la période. Donc, si je considère que f qui est égal à 1 sur p, donc p, c'est ça la période, c'est-à-dire la période taille de base. Donc, je l'ai utilisé pour représenter le 1. Si je fais une modulation par fréquence, les autres fréquences qui vont être utilisées dans mon signal doivent être des multiples de f, c'est-à-dire la prochaine fréquence que je vais utiliser, ce soit 2f, 3f, 4f, etc. Donc, ça ne peut être qu'un multiple. Donc, là, on a pris 2f. Donc, quand je prends 2f, ça veut dire que la période associée à 2f a une durée de moitié par rapport à la période qui est associée à f. C'est-à-dire que f est égal à 1 sur p. Donc là, j'ai utilisé 2f. Forcément, la période, elle est plus petite d'un rapport de 1 sur 2 par rapport à cette période. C'est pour ça que je vais représenter ici la période sur une durée plus courte, d'un rapport de 1 sur 2. Mais comme on avait dit que les états avaient tous la même durée, donc l'état il aura deux périodes, il aura une période. Il aura pourquoi deux périodes? C'est pour avoir la même durée d'état que le premier état. Donc, la fréquence f avec une période, donc elle va être utilisée pour représenter le 1. Pour l'état qui va utiliser la fréquence de f avec forcément deux périodes, donc va représenter le 0. Donc, c'est en fonction, en fin de compte, de la donnée que vous envoyez. Donc, lorsque vous envoyez un 1, donc vous allez générer cet état. Lorsque vous voulez générer le 0, vous allez générer cet état. Donc cet état, il a deux périodes sur la même durée. Hada, il a une seule période. J'aurais pu utiliser 3f. Donc si j'utilise 3f, donc j'aurai 3 périodes. Ok, si j'utilise 4f, j'aurai 4 périodes toujours sur la même durée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour FSK? Les autres, s'il vous plaît. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. D'accord. Alors, ça, c'est le deuxième paramètre, la fréquence.
Il nous reste le troisième paramètre qui est la phase. Donc là, il y a trois paramètres sur lesquels je peux agir. L'amplitude, la fréquence et la phase. Donc, alors, lorsqu'il s'agit de modulation par phase, c'est le PSK. Donc, PSK, je vais agir sur la phase. Donc, en faisant varier la phase, j'aurai différents états. Là, vous voyez que j'ai représenté 2 bits par état. Donc, j'ai 4 combinaisons possibles, donc 4 états différents. L'état hadaya, c'est avec une phase pi, c'est-à-dire qu'il y a un décalage par rapport à pi. Alors, je vais essayer de retrouver le 0. Voilà, ça c'est la phase 0, c'est-à-dire que la sinusoïde à l'instant t égale à 0, vous avez la courbe Takum est égale à 0, et ça fait ça. Si vous faites un décalage de pi sur 2, donc vous allez commencer ici. Si vous faites un décalage de pi, vous allez commencer là. Si vous faites un décalage de 3 pi sur 2, vous commencez là. Donc là, je peux reconnaître les phases. La phase ta'lita hadiya est égale à 0, ta'hada est égale à pi sur 2. Hadatan et pi sur 2, c'est le même, hein, c'est l'état 0, 1. Ça, c'est 3 pi sur 2, donc il va représenter le 1, 1. Et enfin, celui-là, c'est la phase 0, donc elle représente le 0, 0. Donc là, ici, j'ai 4 états qui sont modulés en faisant varier donc les phases. Donc j'ai utilisé 4 phases, la phase 0, la phase pi sur 2, la phase pi et la phase 3 pi sur 2 que j'ai associées aux 4 combinaisons possibles sur 2 bits. D'accord. Donc en fonction de ce que j'ai envie d'envoyer comme information, donc je génère les états correspondants. Alors je peux composer maintenant les trois techniques, la modulation de phase avec la modulation. Donc je peux combiner la modulation de phase avec la modulation par amplitude et la modulation par fréquence. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'utiliser une seule technique. Donc je peux combiner les trois, c'est-à-dire modifier l'amplitude, modifier la phase et la fréquence en même temps. Donc ça me permet d'avoir plusieurs possibilités et de rendre le signal plus robuste. C'est-à-dire que, alors j'ai un blocage ici de momentané, donc je n'arrive pas à avancer. Est-ce que c'est clair? Tant que ça te débloque, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette histoire de modulation? Allô? Alors, si vous m'entendez, retour, s'il vous plaît, parce que j'ai un blocage et je ne sais pas si vous êtes là ou... Ok, vous m'entendez, il n'y a pas eu de blocage. Ok, ok, parce que là, on est bloqué avec ma machine, donc... d'accord, bon. Donc, je disais que je peux combiner les trois techniques, hein. Donc, je ne suis pas censé utiliser qu'une seule méthode. Donc, dans un même signal, vous pouvez trouver une variation de fréquence, une variation de phase et une variation éventuellement donc je disais de phase, de fréquence et d'amplitude. Ok. Bon, là on a des exemples. Là on a fait une variation de fréquence. Donc là vous voyez, donc sur 2 bits, un des 0, 0, je lui ai associé une seule fréquence de base. 0, 1, donc c'est une fréquence qui est égale à 2f, la première fréquence de base, puisque j'ai ici une seule période, elle a des deux périodes. 1, 0, je lui ai associé donc 3f, donc 3 fois la fréquence de base, parce que j'ai 1, 2, 3, non, pardon, 4f, parce que j'ai 4 périodes. Donc j'ai 4 périodes, donc forcément c'est 4 fois la fréquence de base. Ici, donc il faut compter les périodes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 8f, donc 8 fois la fréquence de base. Donc une fréquence ici, il y a 2f, 4f, 8f. Donc c'est la variation de fréquence qui a été utilisée pour représenter tous les états de mon signal. Ok, donc en fonction de ce que vous voulez envoyer, là on voit ce message-là, si je le découpe en deux, par 2 bits, par bloc de 2, donc un des 0, 1, donc je regarde ici, c'est l'état. Ensuite un des 1, 0,
Donc c'est l'état hadaya. Et le dernier 1, c'est le dernier état qui va suivre. C'est comme ça que je vais moduler. Ok. Dans le deuxième exemple, alors on a utilisé ici une combinaison entre variation d'amplitude et variation de fréquence. Donc vous voyez deux états avec une période et deux états avec oui, deux états avec une période et deux états avec deux périodes. Et aussi j'ai deux amplitudes, une amplitude basse et une amplitude haute. Donc dans le signal camel, on a des deux amplitudes et deux fréquences qui ont été utilisées. Donc le premier état 0,0, donc il va utiliser une fréquence de base, parce qu'il est sur une période, avec une amplitude basse. Le deuxième état 0,1, donc il va utiliser la fréquence de base, qui est sur une période, et une amplitude haute. Le troisième état, il va utiliser donc une autre fréquence, qui est égale à 2 fois la fréquence de base, et une amplitude basse. Et le dernier état, donc toujours cette même fréquence qui est égale à 2 fois f, et une amplitude haute. Donc là aussi, quand je suis amené à envoyer le même message, donc je découpe par bloc de 2, donc un des 0, 1, donc ça représente ça, ce signal. 1, 0, donc ça va être cet état sur une fréquence de f. Et le dernier état, 1, 1, ça va être cet état. Ok. Donc c'est en fonction de ce que je donne. Alors, comment je donne les états, c'est moi qui les choisis. C'est-à-dire, il n'y a pas de règle spécifique pour vous dire 0, 0 c'est ça, ou là c'est ça, etc. C'est-à-dire, c'est votre type de représentation qui fait en sorte que vous allez utiliser tel ou tel signal. Donc, lorsqu'on est amené à créer des cartes réseau, on s'entend. C'est-à-dire que tous les fabricants de cartes réseau vont s'entendre sur la façon dont les données vont être représentées. D'abord, combien de bits on va représenter par état, et que va représenter chaque état. Sinon, si chacun faisait comme il le voulait, donc les cartes réseau ne seraient pas compatibles. Elles ne pourraient pas interpréter les signaux correctement. Elles vont les interpréter faussement parce que chacun aura son propre tableau de correspondance. Donc il faut qu'il y ait normalisation. Donc on avait parlé de normalisation dans le chapitre 1. On avait dit qu'il fallait que justement les constructeurs s'adaptent par rapport aux techniques et utilisent les mêmes procédés. Est-ce que c'est clair? Retour, s'il vous plaît. Ok. Alors, ça, c'est pour les transmissions analogiques. Donc, maintenant, on va passer aux transmissions numériques. Dans la transmission numérique, vous allez me dire pourquoi on est obligé d'avoir des codages différents par rapport à ceux qui sont utilisés à l'intérieur d'un ordinateur. Parce que l'ordinateur lui-même manipule donc un signal numérique. Mais il y a forcément une carte réseau qui va générer un signal qui est différent. Pourquoi? Parce que le signal qui est exploité par l'ordinateur, celui qui est utilisé à l'intérieur d'un ordinateur, n'est pas adapté pour circuler sur de longues distances. C'est un signal très très court avec une très faible puissance en termes de tension électrique. Et aussi, on avait dit des fois le zéro était représenté par un courant nul. Donc ce type de représentation n'était pas adapté pour circuler sur des câbles qui avaient des résistances différentes et aussi sur de très longues distances. Donc on a affaire à des câblages, à des supports qui peuvent s'étaler sur des dizaines, des centaines de mètres, voire des kilomètres. Et donc, on ne pouvait pas utiliser ces signaux-là sur les réseaux, parce qu'ils ne pouvaient pas se propager et n'arriveraient pas à... Désolé, on est... voilà, quand on fait un cours, il y a toujours des... Voilà, je continue mon laïus. Donc, je disais que ces signaux-là étaient mal adaptés. Donc, mal adaptés, donc il fallait créer de nouveaux codages pour qu'ils soient, donc pour qu'ils puissent circuler sur le réseau. Alors, on a justement introduit différents types de codage. Donc, le premier codage qui a vu le jour, c'est le codage unipolaire. Alors, unipolaire, il ressemble à peu près à celui qui est utilisé dans le réseau, à l'intérieur d'un ordinateur. C'est-à-dire que
le 0 était représenté par un courant nul et le 1 était représenté par un courant positif. Alors, le problème, c'est que comment détecter la donnée lorsque le message commençait par un 0, puisque lorsqu'il n'y a rien à transmettre, ben, le signal de repos, c'est aussi l'absence de courant. Donc, si le premier bit que vous envoyez est un 0, ça pose problème. Donc, il fallait rajouter ce qu'on appelle un signal différent qui permettait de dire qu'il y a de l'information qui arrive. C'est-à-dire pour alerter le récepteur que je vais envoyer de la donnée, que la donnée arrive, il fallait rajouter un troisième signal. Ça, c'est le premier problème qui se posait. Le deuxième problème qui se posait dans le codage tutorien, c'est lorsque vous avez une séquence de 1 ou une séquence de 0 assez longue. Et donc, il y a un problème de synchronisation. On avait parlé les fois passées, on avait dit que les, euh, les machines n'avaient pas la même horloge, c'est-à-dire que les horloges physiques qui permettaient donc de rythmer donc, le fonctionnement d'un ordinateur n'étaient pas la même, c'était pas les mêmes horloges. Donc, je pouvais perdre la synchronisation lorsque je recevais un signal qui est lent. C'est quoi perdre la synchronisation? C'est-à-dire, imaginez que l'émetteur, il vous envoie 101, alors, 100 signal qui représente un 1. Si, donc ça va être représenté par quoi? Par un même signal qui va durer avec un certain voltage. Par exemple, si c'est le cas du numérique, c'est-à-dire à 5 volts ou à 6 volts. Est-ce que vous allez comptabiliser le même nombre de 1 que ce qui a été envoyé, c'est-à-dire les 100? C'est pas sûr. Parce que vous pouvez éventuellement, si vous êtes désynchronisé, comptabiliser plus ou moins. Si votre horloge elle est plus rapide, pouvez compter 101. Si elle est moins rapide, vous pouvez compter 99. Pourquoi? Parce que la seule information que vous avez, c'est la durée d'un état. On va dire que l'état, par exemple, dure 1 milliseconde. Mais est-ce que, comme vous avez des horloges différentes, il se peut que vous soyez, en étant plus rapide, vous allez pour vous comptabiliser une durée plus courte pour l'état. Si vous êtes plus lent, vous allez comptabiliser donc une durée plus longue pour ce qui est de l'état. Et donc, lorsque vous allez chercher à dénombrer le nombre d'états que vous avez reçus, vous pouvez avoir un nombre différent par rapport à ce qui a été envoyé par l'émetteur. Donc, c'est ça le problème des synchronisations, parce qu'on n'a pas les mêmes horloges. L'horloge à l'émetteur et l'horloge à récepteur, physiquement, elles ne sont pas les mêmes. Et on a affaire à des durées très courtes, c'est-à-dire que l'état, il est de l'ordre de 1 milliseconde, 1 microseconde. Donc, c'est des durées très très courtes. Donc, l'erreur, elle n'est pas rare, elle est fréquente. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un moyen de synchroniser de manière continue émetteur et récepteur, donc je peux donc comptabiliser des états euh, en plus ou là en moins. Tout dépend de l'horloge du récepteur. Donc ça, c'est le problème de synchronisation qui se posait dans les premiers codages, notamment Hadaya unipolaire. Bon, ensuite, on a essayé d'améliorer les choses, notamment en introduisant, alors je ne vais pas faire tous les codages parce qu'il y en a pas mal, je vais passer au codage NRZ. Donc dans le codage NRZ, no return to zero, c'est-à-dire que je vais déjà éliminer la tension nulle, hein, qui était utilisée dans le premier codage pour représenter le zéro. Donc là, je supposais que les deux tensions utilisées étaient des tensions qui étaient non nulles. Donc soit plus V moins V, ou de préférence plus V moins V pour équilibrer la charge, c'est-à-dire que j'ai un courant positif et un courant négatif. Mais je pouvais aussi utiliser deux courants, par exemple positifs ou les deux courants négatifs. Ça ne posait pas de problème. L'essentiel, c'est de ne pas utiliser un courant négatif pour représenter le 0 ou là le 1. Donc là, ça m'évitait d'avoir le problème de détection lorsque le signal commençait par 0. C'est ce qui se posait dans le codage tutorien. Mais je ne réglais pas le problème de synchronisation. C'est-à-dire que si j'ai une séquence de 1 assez longue ou là une séquence de 0 assez longue, donc je pouvais perdre la synchronisation. Alors, comment on a réglé le problème de synchronisation? On l'a réglé à travers l'introduction du codage Manchester. Donc, on va illustrer ces codages ici. Donc là, vous avez le code tutorien. Donc là, vous voyez, donc le 0 est représenté par l'absence de courant et le 1 est représenté par un courant positif. Dans le code NRZ, c'est aussi le code, il est là, le code NRZ. Donc là, j'utilise généralement donc, des tensions opposées. Donc l'une pour représenter le 0, l'autre pour représenter le 1. C'est ce qui est schématisé ici.
Dans le code Manchester, qui est là, qu'on appelle aussi le code biphase, donc on va se dire, comme j'ai besoin de resynchroniser émetteur et récepteur, on va se dire, je vais créer une transition au milieu de l'état. Parce que lorsque j'ai par exemple une transition entre un 0 et 1, par exemple, je passe du 1 à 0 et du 0 à 1. Je marque quelque part, ça me permet de resynchroniser l'émetteur et le récepteur. Parce que là, la transition, lorsqu'elle est marquée, elle permet automatiquement de resynchroniser le récepteur par rapport à l'émetteur. Parce que quand je fais cette transition, j'informe quelque part le récepteur que c'est la fin de l'état. Sinon, je n'aurais pas fait cette transition-là. C'est-à-dire que cette transition, elle marque la fin de l'état 1. Donc, l'idéal dans un signal, c'est d'avoir toujours une transition entre un 1 et un 0. Parce que c'est cette transition-là qui va resynchroniser émetteur-récepteur. Même si le récepteur il est plus rapide ou là il est plus lent, qui chauffe avec la transition entre le 1 et le 0, il va se resynchroniser automatiquement par rapport au signal. Donc c'est le signal qui permettra de le resynchroniser. Malheureusement, dans un RZ, quand j'ai une séquence de 1 ou là une séquence de 0, je n'ai pas de transition. Donc je risque de me désynchroniser. Alors le code de Manchester, il va créer une transition artificielle. C'est-à-dire il se dit que au milieu de chaque état, quel qu'il soit 1 ou là 0, je marque une transition. Donc je vais considérer, ici dans le cas d'un bit représenté par état, je vais considérer deux tensions. Une tension, par exemple V, une tension 2V. Et je fais une transition au milieu entre les deux tensions. Alors, je peux dire par exemple, pour aller de V1 à V2, ça va représenter le 0. Pour aller de V2 à V1, ça va représenter un 1, ce qu'on appelle le front ascendant et le front descendant. Donc, quand j'ai envie d'envoyer le 0, j'envoie ce signal-là qui va être une transition entre la tension V1 vers la tension V2. Donc, cette transition se fait au milieu, c'est-à-dire au milieu de la durée d'un état. Quand j'ai envie d'envoyer le 1, c'est l'inverse. Donc, je passe de V2 à V1 au milieu de la durée d'un état. Donc là, vous voyez, donc à chaque fois que j'envoie 0, c'est cet état qui est généré. On le voit ici. Quand j'ai envie d'envoyer un 1, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est une transition entre V2 et V1. Ok. Donc, ces transitions au milieu de la durée d'un état permettent de resynchroniser automatiquement le récepteur avec l'émetteur. C'est-à-dire que le récepteur, il se dit, quand il y a cette transition, qu'il est au milieu de l'état. Donc, son horloge permettra de se rythmer par rapport à celle de l'émetteur. Voilà, donc ça c'est un autre exemple qui illustre donc le code de l'utilisation du code Manchester. Donc après c'est, j'allais dire, il faut faire un choix, c'est-à-dire il faut associer un à justement à une transition entre deux tensions. Là j'ai pris l'exemple, par exemple le 1 représente le front ascendant entre la tension V1 V2 et le 0 c'est l'inverse. Donc là aussi, là il faut se mettre d'accord. Quand on est constructeur de cartes réseau, il faut se mettre d'accord quelles sont les tensions qu'il faut utiliser, que va représenter le 0, que va représenter le 1. Si je dois utiliser bien sûr le codage Manchester. Est-ce que c'est clair pour Manchester? Donc, oui. Alors Manchester, quelque part, il fait, c'est-à-dire si je prends ce que j'appelais le signal horloge. Le signal horloge, c'est ça. C'est-à-dire c'est toujours une transition entre le 1 et le 0, ce qui permet de synchroniser émetteur-récepteur. C'est-à-dire que si j'avais le codage NRZ, si j'avais deux fils, de préférence, c'est d'utiliser un fil pour envoyer les données et un fil pour envoyer le cycle d'horloge, le signal d'horloge. Donc ça permettait au récepteur de garder toujours la synchronisation. Mais en général, dans les transmissions, on n'a pas toujours de fil. C'est-à-dire qu'on préfère envoyer simplement les données pour économiser en termes de transport de signaux, mais aussi en termes de câblage. Donc là, quelque part, le code Manchester, c'est la somme des deux, c'est-à-dire la somme de l'horloge plus le codage NRZ. Donc il permet de rassembler les deux signaux en un seul signal, c'est-à-dire transporter les données, mais aussi resynchroniser l'émetteur et le récepteur. D'accord? Donc on peut le voir comme la somme du signal horloge
plus le signal de données. Oui, s'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, donc retenez le codage NRZ, retenez le codage Manchester. Donc c'est ces deux codages qu'on va voir dans les exercices par la suite, hein. De toute façon, de nos jours, c'est quasiment le codage Manchester qui est le plus utilisé. Et aussi, dans certains cas, le codage NRZ, lorsque les données ne sont pas, c'est-à-dire que les données qui sont transportées ne sont pas très longues. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir à resynchroniser émetteur-récepteur, donc j'utilise le codage NRZ. Mais lorsque les données sont assez longues et peuvent transporter par exemple, une séquence de 1 continu, là, j'utilise le codage Manchester. Avant d'évoluer, donc ça c'est une révision. Alors, si je devais comparer entre transmission analogique et transmission numérique, quand est-ce que vous allez utiliser une transmission analogique? C'est lorsque vous devez envoyer sur de longues distances. C'est-à-dire que la transmission numérique, elle est en général dédiée pour les réseaux locaux ou les réseaux limités en termes d'envergure. Si j'ai besoin d'envoyer sur de très très longues distances, on utilise en général la transmission analogique. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà elle est plus robuste par rapport aux erreurs, c'est-à-dire que le signal TAHA, il est plus résistant par rapport aux perturbations que ne l'est le signal numérique. D'ailleurs, déjà dans la forme, quand vous voyez la forme d'un signal analogique, même s'il est perturbé, il peut être reconnu, ce qui n'est pas le cas d'un signal numérique. Le signal numérique, s'il est perturbé, je peux le confondre avec un autre niveau. Donc c'est pour ça qu'on utilise la transmission analogique lorsque je dois envoyer sur de longues distances et sur des environnements très perturbés. Sinon, alors on verra par la suite que vous pouvez, dans une transmission analogique, envoyer plusieurs signaux sur un même support. Grâce à certaines théories mathématiques, on peut mixer, ou ce qu'on appelle multiplexer, plusieurs signaux sur un même signal. Dans un même cas, vous allez envoyer différents signaux avec le câble. Par contre, je ne peux pas le faire en transmission numérique. C'est-à-dire dans une transmission numérique, je ne peux l'envoyer, si je dois envoyer plusieurs signaux numériques sur un câble, je ne peux pas, à moins d'avoir plusieurs fils. C'est-à-dire sur un même fil, ce n'est pas possible. Donc il faut dédier chaque fil pour chaque signal. Alors que dans la transmission analogique, vous pouvez. C'est-à-dire si vous avez un seul câble, un seul fil, vous pouvez envoyer plusieurs signaux. Bon, on le verra avec plus de détails quand on avancera dans le multiplexage. Là, je vais passer aux exercices. Donc, vous avez eu la série d'exercices. On va faire l'exercice 2. Est-ce que quelqu'un parmi vous a essayé de le faire, cet exercice? Retour, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez essayé de le faire? Non. Bah, alors pour la prochaine fois, essayez quand même de préparer vos exercices, même si vous vous trompez, allez. Mais essayez de faire la solution au niveau d'un Word, de l'écrire au niveau d'un Word, comme ça on partagera vos écrans et on essayera de voir si vous vous êtes trompé, si vous êtes dans le vrai ou là le faux. Bon, que dit cet exercice? On vous dit une image TV numérisée doit être transmise à partir d'une source qui utilise une matrice d'affichage de 450 x 500 pixels, chacun des pixels pouvant prendre 32 valeurs d'intensité différentes. Alors, ce qu'on entend ici par les 32 valeurs d'intensité différentes, c'est les couleurs. C'est les couleurs de chaque pixel. On suppose que 30 images sont envoyées par seconde. Quel est le débit de la source? Bon, ça c'est un exercice qui se rapporte par rapport à, par exemple, à la télédiffusion. C'est-à-dire vous, lorsque vous recevez le programme TV, le programme TV, il est constitué de 30 images à la seconde. Maintenant, tout dépend de la qualité de l'image de votre téléviseur. Il y a des téléviseurs qui offrent une meilleure qualité. Et là, on vous suppose que l'image TAE, elle est constituée, parce que votre l'écran de votre téléviseur, en fin de compte, c'est une matrice. C'est une matrice de points.
Bon, il y a tellement de points que vous n'arrivez pas réellement à les voir à l'œil nu. Et si vous essayez de prendre avec la loupe, vous allez voir que c'est des petits points qui vont composer l'espace de votre écran. Donc, il y en a un certain nombre. Dans notre exercice, l'écran qui va afficher l'image, il est constitué de 500 points en largeur, c'est ce qu'on appelle le pixel, et 450 points en hauteur. Ça me détermine l'image de mon écran, le cadre ou si vous voulez, la matrice de mon écran. Chaque point ou chaque pixel de mon écran va à la capacité d'afficher 32 couleurs. Bon, dans l'exemple, mais dans la réalité, il est clair que vous pouvez atteindre des millions et des millions de couleurs, hein, ce qui fait que vous allez afficher l'image. Donc l'image que vous voyez au niveau de votre téléviseur, c'est que chaque point affiche une couleur différente, ce qui va constituer l'image. Bon, dans l'exemple Tana, on nous a dit que chaque point va représenter, a la possibilité plutôt de représenter 32 couleurs possibles. Sachant que le flux TI a besoin de transmettre 30 images à la seconde. C'est-à-dire que c'est une vidéo. Donc la vidéo qui est utilisée en télédiffusion, en tout cas la transmission dans le domaine de la télévision, est utilisée en général 30 images à la seconde, entre 25 et 30 images à la seconde. Donc, quel est le débit de la source? C'est-à-dire que s'il y a une source qui est en train d'envoyer ces images, quel est le débit, c'est-à-dire la quantité de données qu'elle devrait envoyer en une seconde, pour que je puisse afficher donc les 30 images en une seconde. Donc la première opération, c'est savoir essayer de faire la relation entre justement la transmission et les notions qu'on avait vues précédemment, c'est-à-dire la notion d'état, n, la rapidité et d. Alors, comment je vais raisonner, à votre avis? Ces 32 valeurs, les 32 couleurs, qu'est-ce qu'elles peuvent représenter? Si j'essaie de me référer par rapport aux notions que j'ai vues. Parce que la couleur, elle va être représentée par un signal. C'est quand je vais être amené à envoyer les données, chaque couleur d'un pixel va être représentée sous forme d'un signal. Et plus concrètement, sous forme de quoi? Non, avant d'arriver, c'est que quand on a vu les signaux, le signal TI, il est représenté par des états différents. Ok, ça va donner toutes les combinaisons possibles. Voilà. Donc chaque couleur va être représentée par un état différent. Donc combien d'états différents j'aurai dans mon signal? 32, voilà. Donc c'est-à-dire que chaque état, tel le signal TI, va représenter une couleur. Ensuite, chaque état va transporter combien? Combien de bits? 5, parce que là, vous avez 32 couleurs. 32 couleurs, c'est codé sur 5. C'est-à-dire que c'est un code sur 5. Maintenant, la couleur, par exemple, on va dire le blanc. Le blanc, et vous allez le coder par 1, 0, 0, 0. Donc c'est ça le code du blanc. Le noir, vous allez utiliser un autre code. Donc vous avez 32 couleurs qui vont nécessiter d'avoir un code sur 5 bits. D'accord? Donc c'est le code sur 5 bits qui va être transporté au niveau d'un signal. Donc le signal va encoder le code de la couleur. D'accord? Donc la valence et le nombre d'états différents, c'est 32. Et n, qui est le nombre de bits transportés par chaque état, c'est 5, qui va encoder la couleur. À partir de là, la rapidité, c'est-à-dire le nombre d'états que je transporte en une seconde, c'est quoi? Nombre d'états. Combien d'états je vais transporter en une seconde? C'est la taille d'une image, enfin, elle me donne le nombre d'états par image, fois le nombre d'images par seconde. Alors, la taille d'une image, c'est quoi? C'est 500 fois 450, c'est-à-dire que chaque image va nécessiter 500 fois 450 états. Et j'ai 30 images par seconde, donc je dois multiplier par 30 pour obtenir la rapidité. Donc la transmission TI, elle doit être capable de transmettre ce nombre d'états en
une seconde. C'est-à-dire 30 fois 500 fois 450. C'est clair? C'est que la rapidité, c'est quoi? C'est le nombre d'états transmis en une seconde. Donc là, j'envoie 30 images, telles que chaque image fait à 500 fois 450 états. Ensuite, le débit, le débit, on a vu que c'est n fois r, c'est-à-dire que là, je regarde que vaut chaque état en termes de bits. Là, on avait dit que n est égal à 5. Donc le débit, ça va être la rapidité fois 5. Et là, j'obtiens bien sûr cette valeur-là. Et l'unité, c'est bits par seconde. Donc le débit nécessaire pour transmettre donc le signal de télé, par rapport à notre exemple, c'est 33, à peu près 33 mégabits par seconde. Okay. C'est-à-dire que si... Pourquoi? 32. Parce qu'indique V égale à 32. Donc, rappelle-toi, N est égal log de 2V. C'est-à-dire 32, comment tu vas coder 32 couleurs en termes de bits, les codes? Si tu as 32 valeurs possibles, donc ça va transporter 5 bits. C'est-à-dire que chaque code, il est sur 5 bits. Donc pour que ça te fasse 32, il te faut 5. C'est-à-dire il te faut 5 bits. Si on nous avait dit V égale à 16, il te faut 4 bits. Pour représenter 16 valeurs ou la 32 valeurs. Quand tu écris ça en binaire, hein, c'est-à-dire quand tu écris en binaire, hein, donc sur 5 bits, tu vas représenter de 0 jusqu'à 31 maximum. Donc l'intervalle des valeurs représentées sur 5 bits, ça va de la valeur 000 jusqu'à la valeur 111 qui est 31. Donc tu as les 32 valeurs. Ok. Donc là, c'est le débit minimal que je dois avoir, c'est-à-dire que la source, si elle doit envoyer le signal de télé, donc elle va avoir ce débit-là, de telle façon qu'il n'y ait pas de coupure. Donc si elle est moins rapide, maintenant si elle a un débit inférieur à cette limite-là, maintenant je n'aurai pas les données à temps. Maintenant la télé elle va s'arrêter à un certain moment parce qu'elle n'a pas reçu le flux. Donc il faut qu'il y ait un débit minimal à 33 mégabits par seconde pour que les données arrivent à temps, pour que je puisse les afficher. Si le débit il est inférieur à cette valeur-là, donc il y aura des coupures. Parce que je n'ai pas encore reçu la donnée pour pouvoir l'afficher. Donc voilà ce qu'il me faut comme débit minimal pour que l'image de la télé, en tout cas le flux de la télé, puisse s'afficher sans discontinuer, c'est-à-dire tout le temps. Ok. S'il est inférieur, forcément, il y aura des coupures. C'est ce qui arrive notamment lorsque vous consultez des fois YouTube et que votre connexion ADSL elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un débit assez élevé pour recevoir la quantité de données qui doit être affichée. Donc, on doit par moment couper, peut-être un peu moins actuellement parce que les débits sont plus largement supérieurs, mais il y a un certain nombre d'années, donc les débits étaient faibles. Et donc, on remarquait justement ces coupures parce qu'on consultait par exemple des vidéos en ligne ou là en streaming, etc. Alors, question 2, on vous dit, avant de passer à la question 2, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair cette histoire de débit? Ok, donc l'image TV est transmise sur une voie de largeur de bande. Oui. R, la rapidité. Alors, 5. Il indique la relation V est égale log de 2. V est égal 2 puissance n. Et n est égal log de 2V. Tu l'appliques. Dans le cours, on avait donné ces relations. V égale... indique V est égal à 32. Donc n est égal log de 2V. À la rapidité. Et la rapidité, c'est quoi la définition de c'est le nombre d'états envoyés en une seconde. C'est la définition de la rapidité. D'accord? Combien d'états? Donc, l'état, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un code de couleur qui est associé à un point. Donc, combien de valeurs de couleurs tu envoies en une seconde? Donc, il faut voir combien de points j'envoie en une seconde. Il y a des 30 images qui sont envoyées à la seconde.
chaque image, elle contient 500 points en largeur et 450 en hauteur. Donc déjà, je calcule ici, 450 fois 500, c'est le nombre de points de couleurs différentes, d'états, que je dois envoyer par image. Et je dois multiplier par 30 pour savoir combien de points, plutôt d'états, j'envoie en une seconde. Parce que ça, c'est la quantité de valeurs de couleurs que tu envoies en une seconde. Chaque valeur de couleur va être représentée par un état. Donc c'est ça la rapidité. Donc là, tu calcules quelque part le nombre d'états que tu envoies par seconde. Puisque en une seconde, tu envoies 30 images et chaque image fait à 450 fois 500 pixels. Et chaque pixel, la couleur TAO, elle va être représentée par un état. Ok. Alors, ensuite, on vous dit l'image TV transmise sur une voie de largeur de bande 4,5 MHz et un rapport signal-bruit de 35 décibels. Déterminer la capacité de la voie. Donc ça, c'est par rapport à la bande passante. Donc on avait donné la formule de Shannon-Nyquist, qui dit que la capacité du support est égale à log W, log de 2, 1 plus S sur B. Ok, rapport signal sur le bruit. Alors, W, c'est la bande passante. Ah, il est 4,5 MHz. S sur B, on me le donne. On me le donne, mais dans une autre forme. Donc là, je vais vous expliquer. Ce n'est pas la forme qu'il faut remplacer directement. Il faudra transformer cette valeur vers autre chose. Pour déterminer la capacité. La capacité, c'est quoi? C'est les débits maximaux du support. C'est-à-dire, on vous dit les fréquences sur lesquelles vous allez envoyer votre signal, les fréquences permises, donc vous permettent d'obtenir un débit maximal. C'est quoi ce débit maximal? Il est obtenu avec cette formule. Donc, je vais voir quel est le débit maximal que je peux atteindre. Imaginez que j'ai envie d'augmenter la résolution de l'image TI. J'ai envie, par exemple, de rajouter à 1000 pixels ou par exemple, 600 pixels. Mais est-ce que le support peut m'offrir le débit? Actuellement, je suis à 33. Donc, forcément, je vais augmenter le débit pour envoyer cette image qui a été améliorée. Mais est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Est-ce que le support qui est l'air va m'offrir le débit pour transmettre en temps réel ces images-là? Ok. Donc, c'est ce que je vais essayer de savoir. Je vais essayer de savoir, est-ce que la capacité du support, qui est l'air, quel est son maximum? Et si je dois améliorer, par exemple, la résolution de l'image, est-ce que je ne vais pas dépasser ce maximum? Donc, là, je remplace. Je vais remplacer directement W par 4,5 10.6, parce que c'est en Hertz qu'il faut remplacer. Et alors, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on avait introduit les rapports, quand un rapport il est donné en décibels, ce n'est pas le rapport lui-même. C'est un rapport qui est élevé à l'échelle logarithmique. Donc, quand on vous dit 35 décibels, ça veut dire 10 log 10 S sur B et non pas S sur P. Si on m'avait dit le rapport signal sur le bruit est égal à 35, sans me donner des décibels, j'aurais remplacé directement. Mais le fait qu'on me précise que c'est décibels, il faut revenir, parce que là, c'est l'échelle logarithmique, donc revenir de l'échelle logarithmique vers l'échelle normale. Ça, c'est 10 log 10 S sur B. Donc, il faut calculer la valeur de S sur B d'abord, à partir de 35 décibels. D'accord? La remplacer ici, et lorsque vous allez la remplacer, vous allez trouver 52 mégabits. Donc, tout à l'heure, mes besoins s'élevaient à 33 mégabits. Là, je sais que la capacité de supporter, elle est de 52. Donc, j'ai encore de la marge, c'est-à-dire que je peux éventuellement améliorer la résolution des images TRE ou la augmenter le nombre d'images par seconde, de telle façon de ne pas dépasser ce débit, parce que ça, c'est le débit maximal. Je ne peux pas aller au-delà de ce débit-là. C'est ce que m'offre le support, qui est l'air. Pour cet exemple, hein. Donc, le maximum débit que je peux atteindre, c'est 52 mégabits. Est-ce que c'est clair par rapport à la notion de décibels? Parce qu'on l'avait vu en cours. Hein. Comme quand on vous donne n'importe quel rapport en décibels, ça veut dire que la valeur du rapport, elle a été élevée à l'échelle logarithmique. C'est-à-dire que c'est 10 log 10 S sur B, et non pas la valeur de S sur B. Donc, il faut d'abord revenir vers la valeur normale du rapport et la remplacer dans
la formule de Shannon-Nyquist. C'est bon? Retour, s'il vous plaît. Ok. Ok, donc on a terminé avec l'exercice 2. On va aller vers l'exercice 6. Alors, dans l'exercice 6, on vous dit deux stations s'échangent de l'information via un satellite de communication situé à 36 000 km de la surface de la Terre. La vitesse de propagation du signal sur le support de transmission l'air entre le satellite et une station terrestre est égale à celle de la lumière, c'est-à-dire environ 300 000 km par seconde. Supposons que l'une des stations émet un message vers l'autre station d'une taille de 800 bits et avec un débit binaire de 64 kilobits par seconde. Donc on va schématiser tout ça pour que vous compreniez. Donc voilà, ça ressemble à peu près à la Terre. Donc imaginez qu'il y a un satellite. Donc vous savez tous c'est quoi un satellite. Et ça, vous avez deux stations terrestres, A et B. Alors quand est-ce qu'on va utiliser donc un satellite pour les transmissions? C'est lorsque les sites sont très éloignés. Ou bien on ne peut pas déployer un câblage, que ce soit sous-marin ou la terrestre, pour relier ces deux sites. On l'utilise notamment dans les télécommunications, dans la téléphonie, etc. Donc pour relier des sites qui sont éloignés. Alors, il faut minimum 3 satellites pour couvrir toute la Terre. C'est-à-dire qu'il est clair qu'un satellite ne peut pas couvrir toute la Terre parce qu'il a simplement une étendue géographique qui est couverte. C'est celle qui est directement accessible par rapport aux signaux du satellite. Donc, comme la Terre elle est ronde, donc je ne peux pas toucher les autres parties. Donc, pour couvrir la totalité de la Terre, il me faut 3 satellites relais. C'est-à-dire que Wahed, on m'a dit revient vers la Terre, ensuite avec la Terre, elle renvoie vers le deuxième satellite, et ainsi de suite, pour couvrir toute l'étendue de la Terre. Et là, on a ce satellite. Ce satellite-là, on me dit il est à une altitude de 36 000 km. Donc 36 000 km, bon, c'est pas ici, hein, c'est un peu plus haut. C'est-à-dire je sors de mon laptop et je remonte. Parce que si je me réfère par rapport à l'échelle de la Terre, le rayon de la Terre, il fait 6 000 km. Donc cette distance-là, c'est 6 000 km. Donc normalement 36 000, ça serait 6 fois cette distance-là. Donc c'est un peu plus loin ce que j'ai représenté. Ok. Alors, cette altitude-là, elle n'est pas par hasard. C'est-à-dire que si j'envoie à cette altitude, c'est pour obtenir ce qu'on appelle un satellite géostationnaire. Donc, géostationnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne bouge pas par rapport à la Terre. Géo, c'est la Terre, stationnaire ne bouge pas. Ok? Donc, les satellites que je désire qu'ils restent immobiles par rapport à un observateur terrestre, c'est-à-dire que si je suis un observateur, donc pour moi, le satellite, il ne bouge pas. Donc, il va se déplacer à la même vitesse que la Terre. Donc, c'est ce qu'on appelle les satellites géostationnaires. Ils sont obtenus toujours en les envoyant à une altitude de 36 000 km. C'est-à-dire que si vous envoyez moins, ben, le satellite ne va pas être géostationnaire. Il va soit aller à une vitesse supérieure, en général, il va aller à une vitesse supérieure à la Terre. Donc, il va être mobile par rapport à un observateur terrestre. OK? Donc, tout dépend de l'application. C'est-à-dire, si les applications terrestres, c'est par exemple l'envoi de programmes TV et satellites, ou bien l'envoi de données, etc., par rapport à des stations qui sont fixes au niveau de la Terre, donc je vais utiliser un satellite géostationnaire. Si mon but c'est pour faire par exemple des études ou l'espionnage ou faire pour des opérations militaires, etc., j'ai besoin d'avoir un satellite qui ne soit pas géostationnaire. OK? Parce que j'ai besoin qu'il soit mobile, qu'il se déplace pour couvrir différentes régions géographiques en fonction de son déplacement. C'est le cas des satellites météorologiques, par exemple, ou bien des satellites de certains satellites de télécommunication aussi, ou là des satellites d'espionnage. Donc j'ai besoin qu'il circule, qu'il ne soit pas mobile par rapport à la Terre. Dans notre cas, donc le satellite il est géostationnaire, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas par rapport à les observateurs terrestres qui sont A et B. Donc imaginez que A va envoyer un message à B qui est très éloigné. Donc elle passe par le satellite, c'est-à-dire le satellite est un relais. Il va relayer le message vers
le destinataire. La vitesse de transmission de A, on vous l'a donné, elle est égale à 64 kilobits par seconde. Et la taille du message que je cherche à envoyer est égale à 800 bits. 800 bits. Voilà. La première question qui est posée, c'est calculer le temps de transmission de ce message. C'est quoi le temps de transmission? C'est le temps nécessaire que va mettre A pour injecter tout le message, c'est-à-dire vider complètement tout le message sur le support. Le temps il n'est pas instantané, c'est-à-dire qu'il dépend de ma vitesse. Et la vitesse, je la connais, c'est 64 kilobits par seconde. Donc, combien de temps je vais faire pour injecter, c'est-à-dire libérer tout le message sur le support. Donc, ça va dépendre du débit. On dit le débit terré, ce qui a été donné. C'est 64 bits par seconde, c'est-à-dire 64 fois 1024 bits en une seconde. Ça, c'est la première information que j'ai. OK? J'ai envie d'envoyer 800 bits. Je cherche à calculer le temps de transmission que je ne connais pas. Donc, règle de 3, ça fois ça est égal ça fois ça. OK? Donc, à partir de là, je détermine l'inconnu qui est le temps de transmission. Ça va être 800 fois 1 qui est égal à 64 fois 1024 fois mon temps. Donc, je vais trouver le temps de transfert est égal à 800 divisé par 64 fois 1024. Ça me donne à peu près 12 10-3 secondes, c'est-à-dire 12 millisecondes, lorsque vous faites le calcul. OK? Donc, il faut 12 millisecondes pour que la carte réseau de l'émetteur transmette le message complètement sur le support dont la taille est égale à 800 bits avec une vitesse qui est égale à 64 bits par seconde. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut avancer les autres? Oui. Oh, oui. Parce que lorsque vous donnez des vitesses en informatique en général, les unités, lorsqu'on vous dit k bits, etc., ce n'est pas 1000, hein, c'est 1024. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Quand on vous dit kilo, kilobits par seconde, ce n'est pas 1000, c'est 1024. C'est 2 puissance 10, il me semble. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Quand on te dit par exemple méga, voilà. Voilà, mais qui roule avec méga, mais c'est pas 1 million, c'est 10 puissance, c'est 2 puissance 20. Ça te donne à peu près 1 million et quelque chose. Mais avec le quelque chose, il peut avoir son importance. Donc, c'est toujours des puissances de 2, non pas des puissances de 10. Faites attention, lorsqu'on parle de données, K, méga, giga, c'est des puissances de 2. Donc, 2 puissance 10, 2 puissance 20, 2 puissance 30. Ok. Bon, c'est pas loin de 1000, mais quand vous passez par exemple oméga, ça fait beaucoup, c'est pas négligeable. Hein. Donc, quand on dit 1 mégabit, ça fait, il me semble, 1 million 44 000. Donc, le 44 000, quand même, c'est beaucoup. Donc, faites attention lorsqu'on vous donne ces exercices, même dans d'autres modules, hein, parce que c'est quelque chose qui va revenir souvent, le kilo, le méga, etc. Ok, calculez maintenant le temps de transfert. Alors, si vous vous rappelez dans le cours, le temps de transfert, c'est égal à un temps de transmission qu'on vient de calculer, c'est-à-dire les 12 millisecondes, plus le temps de propagation. C'est quoi le temps de propagation? Si je reviens vers mon schéma. C'est une fois que j'ai injecté avec le message, il ne va pas arriver instantanément vers B. Et lui, il faut se propager vers le satellite, c'est-à-dire un aller vers le satellite. Quand il arrive au satellite, il revient vers le sens inverse, c'est-à-dire qu'il va redescendre sur Terre vers B. Donc, si on suppose que c'est quasiment vertical, hein, c'est-à-dire que la distance, elle est égale à 36 000. On ne va pas rentrer dans les détails, tu as le théorème de Pythagore, etc. Okay. On suppose que c'est 36 000 km. Donc, la distance parcourue, c'est 2 fois 36 000 km. Donc, le message TRI, il va se propager sur cette distance qui est égale à peu près à 72 000 km. C'est-à-dire aller de A vers le satellite et du satellite vers B. Donc, c'est ce temps-là que je dois rajouter à mes 12 millisecondes. J'ai calculé tout à l'heure. Donc, le temps de propagation, il va dépendre de la vitesse
des propagations des ondes dans l'air. Donc là, on vous a dit que ça se propage à la vitesse de la lumière. Donc je connais la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, et je connais la distance parcourue. Donc je peux déterminer ce temps de propagation. Donc c'est égal à 36 000 fois 2, ça c'est la distance, que je divise par la vitesse. Je vais trouver 240 millisecondes. C'est-à-dire que le temps nécessaire pour que le signal aille de A vers B, c'est 240 millisecondes. Donc en faisant la somme, j'obtiens le temps de transfert, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que tout le message soit reçu par B, c'est-à-dire 252 millisecondes. Alors, si j'essaye d'interpréter ces deux temps, qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que je remarque entre le temps de propagation et le temps de transmission? Est-ce qu'ils sont du même ordre? Est-ce que ça vous paraît logique déjà? Est-ce que ça vous paraît alors qu'est-ce qui n'est pas logique d'après vous? Et est-ce qu'elle est normale dans le cas des satellites? Il y a une grande différence effectivement entre le temps de propagation qui est quasiment de l'ordre de 1 sur 20, c'est-à-dire que le temps de propagation est 20 fois plus important que le temps de transmission. Si je compare par rapport à des transmissions terrestres, c'est-à-dire que les transmissions que j'ai lorsqu'un agent envoie des données, par exemple, d'une machine à une autre, en général, le temps de propagation, il est négligeable. C'est-à-dire qu'on ne le comptabilise pas, tellement il est infime comparativement au temps de transmission. Par contre, lorsqu'on passe euh, à des liaisons, par exemple, satellitaires, là, c'est l'inverse qui se produit. Pourquoi? Parce que les distances ne sont pas les mêmes. Là, on parle de 36 000 km, c'est énorme, c'est-à-dire que c'est 6 fois le rayon de la Terre. Alors qu'à l'échelle de la terrestre, c'est-à-dire que les distances qui sont parcourues, c'est quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Au pire des cas, c'est peut-être 2000 km, 3000, mais pas 36 000. C'est-à-dire que je ne vais pas retrouver ces temps de propagation. Donc, les satellites, les liaisons satellitaires sont caractérisées justement par cette durée, ce retard dû au temps de propagation. Et là, vous le remarquez par exemple lorsque vous recevez des programmes télé, lorsque vous recevez par exemple les programmes, le NTV, etc., si vous les voyez. Donc, il y a toujours un retard entre le signal hertzien, celui que vous recevez avec l'antenne, et celui que vous recevez par satellite. Vous avez un écart de quelques secondes, peut-être une dizaine de secondes, parce que déjà vous parcourez pas forcément un satellite, vous pouvez parcourir plusieurs satellites, plus les traitements, etc., ce qui va induire ces retards. Donc il y a un décalage de 5-6 secondes entre, par exemple, les images qui parviennent par justement la transmission hertzienne, par antenne, et la transmission qui passe par le satellite. Parce que vous ne parcourez pas les mêmes distances. Pour le programme passe par le satellite. Donc, on doit envoyer d'abord par le satellite. Il y a des traitements qui se font, peut-être par deux satellites, on ne sait pas. Ça dépend qui envoie et le satellite pour que vous receviez le signal. Alors que le signal hertzien, vous le recevez à travers l'antenne qui n'est pas loin, elle est à Tipaza, je crois. Donc, c'est même pas 80 km, ou l'Al-Khadariya. Donc, c'est toujours assez proche. Donc, au lieu de recevoir un signal d'une distance de 70 km, ou de le recevoir à partir d'une distance minimale de 36 000 km, donc ce n'est pas les mêmes temps de propagation. Donc c'est pour ça que les liaisons satellitaires, elles ont cet inconvénient, c'est-à-dire qu'elles vont induire un retard dans l'acheminement des données. Ok? Donc c'est l'un des inconvénients de l'utilisation des liaisons satellitaires. Un autre exemple aussi, c'est lorsque vous appelez, par exemple, très loin, vous appelez aux États-Unis ou là vous appelez en Asie, etc. Là aussi, par moment, on est obligé de passer par des liaisons satellitaires. Et là, vous verrez, quand vous faites cet appel téléphonique, il y a un décalage. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de parler, la personne, avant qu'elle puisse vous répondre, il va s'écouler un certain temps. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore reçu votre parole. C'est-à-dire que la voix tech, la voix tech, elle va arriver après quelques secondes. Donc, elle va vous répondre avec un décalage. C'est comme ça que vous pouvez remarquer que, par exemple, l'appel téléphonique se fait par satellite. S'il se fait par exemple avec des fibres optiques ou là des liaisons terrestres, donc vous avez quasiment une communication instantanée. Lorsque la communication elle est décalée dans le temps, c'est que je suis passé par des liaisons satellitaires. Est-ce que c'est clair avant d'avancer? Ok.
Alors, bon, j'ai pas encore atteint la partie, elle est en cours. Mais allez, je vais vous expliquer et puis dans le cours, je vais détailler. La question suivante, on vous dit l'une des méthodes les plus simples pour la détection des erreurs consiste à faire retourner par le récepteur d'une copie du message qu'il reçoit. L'émetteur compare alors les deux copies pour voir si elles sont identiques. Donc si elles sont identiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission. S'il trouve que les copies sont différentes, donc il va en conclure qu'il y a des erreurs, il va renvoyer le message. Donc, on nous demande de calculer le temps de communication lorsque le support de transmission est exploité en half duplex et en full duplex. Donc là, je vais vous expliquer c'est quoi le half duplex et c'est quoi le full duplex. Ok. Bon, donc ce qu'on me demande, on me dit, imaginons que là, le message il va de A par satellite vers B, et donc lorsqu'il arrive à B, B renvoie la copie qu'elle a reçue, c'est-à-dire qu'elle va la renvoyer vers A. Donc je vais faire le retour, le chemin de retour pour acheminer la copie qui a été reçue par B vers A. Lorsque A reçoit cette copie, elle compare ce qu'elle a envoyé avec ce qu'elle vient de recevoir. Donc si elle trouve que les deux messages sont identiques, donc elle en conclut qu'il n'y a pas d'erreur. Sinon, elle renvoie le message. Donc on me demande de calculer le temps que va mettre le message pour aller de A vers B et de revenir vers A. C'est ça le temps de communication qu'on me demande. Dans deux cas. Le premier cas, c'est le half duplex. C'est quoi le half duplex? Le half duplex va caractériser comment va être gérée la liaison. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je peux envoyer en bidirectionnel, c'est-à-dire dans les deux sens, mais pas en même temps. C'est-à-dire à un instant donné, je ne peux envoyer que dans un sens, c'est-à-dire soit de A vers B, soit de B vers A. C'est-à-dire que pour que B puisse me renvoyer le message, on doit attendre que tout le message soit reçu par B. C'est une fois que le message est reçu complètement par B, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission sur la liaison, que je peux réenvoyer donc une copie vers A. Donc le half duplex, c'est la possibilité d'exploiter la liaison en bidirectionnel, mais pas en même temps. C'est comme le talkie-walkie à la police. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui parle. Quand je vais envie de lui répondre, je dois attendre qu'il termine de parler. En bas d'un je lui réponds. Donc il y a une seule personne qui exploite la fréquence de communication. Le full duplex, c'est la possibilité d'exploiter la liaison en bidirectionnel et au même moment. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais deux fils. D'accord? C'est comme si j'avais, dans le half duplex, j'avais un seul fil, mais dans le full duplex, j'ai deux fils. Donc, je peux aller transmettre dans les deux sens en même temps. Je ne suis pas obligé d'attendre que tout le message de B me parvienne pour que je puisse renvoyer une partie vers A. Dans les deux cas, on me demande de calculer le temps de communication. Alors, dans le premier cas, c'est-à-dire le half duplex, c'est-à-dire que je peux transmettre en bidirectionnel, mais pas en même temps. Si je regarde très bien le temps, donc a priori, je vais mettre 12 millisecondes pour mettre le message sur le support. Bah, le message, il va mettre 240 millisecondes pour arriver vers P. Alors, la question que je me pose ici, lorsque B reçoit le premier bit, on a 800 bits qui sont envoyés. Lorsqu'il reçoit le premier bit, est-ce qu'il peut le renvoyer vers le sens inverse, c'est-à-dire vers A, dans le cas du half duplex? Non, puisque je ne peux pas exploiter le support dans les deux sens. Je peux l'exploiter dans les deux sens, mais pas au même moment. Donc je suis obligé d'attendre de recevoir les 800 bits pour que je puisse retransmettre sur le sens inverse. D'accord? Donc là, je vais comptabiliser 12 plus 240. Bah, qui le message, là je peux renvoyer, c'est-à-dire je comptabilise 12 millisecondes encore, parce que HDB il va mettre aussi, s'il a la même vitesse que A, il va mettre aussi 12 millisecondes pour transmettre tout le signal sur le support. Le même signal va mettre 240 millisecondes pour revenir vers A. Donc c'est deux fois le temps qu'on avait calculé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est, voilà, donc c'est deux fois le temps de transfert tout à l'heure, c'est 252 fois 2, 504 millisecondes. Donc ça, c'est dans le cas half duplex. Dans le cas full duplex, donc je reviens vers le schéma
Donc là, je vais me poser toujours la même question. Lorsque je reçois le premier bit dans le cas full duplex, est-ce que je peux le renvoyer dans l'autre sens? Voilà, c'est ça le gain. C'est-à-dire que je n'ai que le temps de transmission de B, il est inclus dans le temps de propagation, c'est-à-dire les 12 millisecondes radio qui se font en parallèle avec la réception du message. Donc je vais gagner 12 millisecondes. Et les 12 millisecondes réducteurs, la transmission du message, en fait, quand c'est inclus. Pendant que je suis en train de recevoir le message, je suis aussi en train de l'envoyer vers A. Donc je m'économise un temps de transmission. Donc c'est 504 moins 12. Donc le temps de communication global, c'est 492 millisecondes. Ok? Donc le fait d'avoir utilisé une liaison full duplex m'a permis d'aller plus rapidement dans le transfert du message et son retour. Est-ce que c'est clair cette histoire de gain ici? Ok, donc je me suis économisé un temps de transmission qui est inclus, qui se fait en parallèle avec le temps de propagation. Alors, on va passer bon, je vous enverrai les solutions quand on terminera le chapitre. On va aller vers l'exercice 7. Ok. L'exercice 7, l'énoncé, on vous dit, pour un signal ayant deux états distincts d'une durée de 5 millisecondes. Alors, qu'est-ce qui dure 5 millisecondes? Qu'est-ce qui est égal à 5 millisecondes? Un état, c'est-à-dire delta, le fameux delta ou le t. Hein, la durée d'un état qu'on avait dit, elle est fixe. Maintenant, la durée d'un état ne change pas. Tous les états ont la même durée. Alors, dans ce cas-là, c'est égal à 5 millisecondes, c'est-à-dire 5, 10, moins 3 secondes. Représenter le message de cette séquence binaire en mode de transmission en bande de base avec le code non-retour à 0, c'est-à-dire NRZ, qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, c'est le codage qui utilise deux tensions différentes, mais ces tensions ne doivent pas être nulles. Donc, c'est un codage numérique. Hein. Alors, nous avons la durée d'un état, qu'on a 5, 10, moins 3 secondes, deux états distincts, c'est-à-dire que le signal tarif est deux états distincts. Donc, la valence est égale à 2. Donc, M, forcément, est égal à 1. C'est-à-dire le nombre de bits représentés par chaque état est égal à 1, puisque j'ai deux états. Donc, c'est soit le 1, soit le 0. OK. Donc, chaque état va représenter un bit. Le codage NRZ, là, il me faut savoir, il faut donner le tableau, parce que chacun peut représenter comme il veut. Donc, moi, je décide, par exemple, ici, 0, je vais lui associer la tension V0. Le 1, je vais lui associer une tension V1. Et je les mets sur mon repère et je représente ma séquence. Ma séquence Heilig. Donc 1, 1, 3, 0, 1, 0, 1, etc. Donc je sais que V1, il représente le 1, V0, il représente le 0. Et je trace donc mon signal en fonction de la séquence binaire à envoyer. OK. Donc là, je peux lire 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. OK? Donc ça, c'est un signal NRZ, non-retour à 0. Bon, il faut mettre aussi l'échelle. Hein. N'oubliez pas, quand vous représentez, vous mettez l'échelle. Donc une unité correspond à 5 millisecondes, ce qui va permettre de délimiter les durées des étapes. Là, on me dit, maintenant, question 2, représenter ce même signal avec 8 états distincts. C'est-à-dire que tout à l'heure, le nombre d'états, c'était 2, donc V est égal à 2. Là, c'est V qui va augmenter. Donc la balance va être égale à 8. Donc, si j'augmente la balance, j'augmente aussi N. Donc N va être égal à 3, puisque V est égal à 2 puissance N. Donc, le nombre de bits représentés par N états, ça sera 3. Tout à l'heure, c'était 1. Là, ça va devenir 3. Là, pour pouvoir représenter, il faut faire aussi un tableau de correspondance. Donc, je vais prendre toutes les combinaisons possibles
sur 3 bits et leur associer donc 8 tensions possibles, c'est-à-dire V0, V7. Donc les combinaisons, donc c'est 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. Donc vous en avez 8. Donc il faut dire, c'est quoi, bon, ce qu'on va utiliser, c'est que 0, 0, 0 va être représenté par V0, 0, 0, 0, 1 va être représenté par V1, et 1, 1, 1 va être représenté par V7. Ce qui fait que le message stéréo. Donc je vais le diviser en blocs de 3. Donc le premier bloc, ça va être V6, le deuxième bloc, ça va être V1, le troisième bloc, ça va être V3, et le dernier bloc, ça va être V2. Il me reste à schématiser. Oui, des questions? Oui, c'est une formule, hein, c'est une règle. C'est-à-dire le nombre... enfin, c'est logique. Mais si c'est pas venu hacker, ça part du logique. Si tu as besoin de représenter un bit par état, combien d'états différents tu as besoin? Sachant que tu es en binaire. Hein. Si tu représentes un bit par état, il te faut 2 états. Il te faut l'état 1 et l'état 0. Si tu as besoin de représenter 2 bits par état, c'est-à-dire chaque état va représenter 2 bits. Donc, quelles sont les possibilités sur 2 bits? C'est-à-dire, quelles sont les combinaisons possibles? 4. Donc, il te faut 4 états. Si tu as envie de représenter 3, alors quelles sont les combinaisons possibles sur 3? C'est 8. Donc, il te faut 8 états, parce que chaque état va représenter une combinaison possible sur 3 bits. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, si tu as besoin de représenter 4 bits, il te faut 16, 32, etc. Donc, c'est toujours des puissances de 2. C'est le nombre de combinaisons possibles sur un bit. C'est-à-dire, chaque combinaison différente devrait avoir un état différent. Parce que si on donne les mêmes états pour deux combinaisons, on ne pourra pas les reconnaître. Le but, c'est qu'à l'arrivée, quand je reçois un signal, je le transforme sous forme de séquence. Parce que chaque signal va représenter une séquence binaire. D'accord? Et là, je suis en train d'envoyer sur un support des signaux qui représentent des données. À l'arrivée, je récupère donc les signaux pour les transformer en séquence binaire. Donc, il faudrait qu'il y ait une correspondance unique. Chaque état correspond à une combinaison possible. Donc, le schéma de correspondance entre états, ça c'est les états, c'est les tensions, et l'information binaire qu'ils représentent. Ok. Bah, ça, c'est arbitraire. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Vous pouvez, prendre V0 est égal à 1. C'est pour ça qu'il est nécessaire de donner ça. On ne peut pas interpréter votre signal si vous ne donnez pas ce tableau. Et donc, dans la réalité, encore une fois, je le répète, les cartes réseau utilisent le même tableau. C'est-à-dire qu'elles ont une façon de représenter les signaux qui est identique. Sinon, elles ne peuvent pas dialoguer entre elles. C'est-à-dire qu'elles vont interpréter différemment les données. Donc, le premier état, c'est V6, il me semble. Ensuite, qui représente cette séquence, 1, 1, 0. Ensuite, on a V1, c'est 0, 0, 1. Ensuite, j'ai V3 qui représente 0, 11. Et le dernier état, c'est V2 qui représente 0, 1, 0. Donc, j'ai 4 états. Toujours chaque état sur 5 millisecondes. C'est-à-dire le fait d'augmenter n. On est passé de n égale à 1 à n égale à 3. Certes, ça m'a obligé d'utiliser plus de tension. Je suis passé de 2 tensions à 8. Mais, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné en vitesse de transmission. Là, il m'a fallu simplement 4 états pour envoyer tout le message. Alors que tout à l'heure, il m'a fallu 12 états. Et là, il a fallu la même information. Il était nécessaire de transmettre 12 états pour envoyer le message. Alors que là, en augmentant L, il me faut simplement 4 états. Donc, je suis plus rapide. Plus rapide que lors du premier cas. Ce qui est logique, parce que N a été augmenté. C'est clair? Retour, s'il vous plaît. Ok. Ben justement, on va le remarquer ici en calculant les débits dans chacun des cas. Dans le premier cas, bon, je vais calculer d'abord la rapidité. La rapidité, c'est le nombre d'états envoyés une seconde. Ça n'a pas changé entre le premier cas et le deuxième cas, puisque
la durée d'un état est fixe. C'est égal à 510.3, 5 millisecondes. Donc la rapidité, c'est 1 sur delta. C'est le nombre d'états que vous envoyez en une seconde. Donc 1 sur 510.3, on va trouver 200 baud. C'est-à-dire que ma carte réseau, elle peut envoyer 200 états à la seconde. Maintenant, ce qui va changer, c'est n, puisque d est donné dans la formule sous forme du produit n fois r, c'est-à-dire le nombre de bits par état fois la rapidité. Si n égale à 1, donc la rapidité, le débit est égal à la même valeur que la rapidité, c'est-à-dire 200 bits par seconde. Si n égale à 3, j'augmente le débit d'un rapport de 1 sur 3 par rapport au premier cas. Et donc, je vais atteindre un débit de 600 bits par seconde. Et inversement, le temps de transmission du message de tout à l'heure, il va être réduit d'un rapport de 1 sur 3. Ok, donc si vous augmentez le débit, vous réduisez les temps de transmission. Donc les temps de transmission, c'est la taille du message fois le débit TACOM. Donc la taille du message, je crois que c'était 12 bits. Donc 12 divisé par 200, vous obtenez ici 60. Là, 12 divisé par 600, vous obtenez 20. Mais on pouvait aussi le remarquer ce temps-là à travers les schémas. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez 4 états. 4 fois 5, ça vous donne 20. Ici, c'est, dans le premier cas, c'est 12. 12 états fois 5, ça vous donne 60. Donc on retombe sur les mêmes valeurs qui ont été calculées. Ok, donc là, j'ai été 3 fois plus rapide que dans le premier cas, ce qui est logique, puisque le débit est 3 fois plus rapide que le premier débit. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe à notre exercice. Ok. Non, on n'a pas terminé l'exercice, donc il reste une dernière question, question 4. On vous dit la ligne de transmission utilisée est d'une largeur de bande de 2200 Hz. Trouvez le débit maximal de transmission. Alors, la bande passante, on vous dit la bande passante de la ligne qui est utilisée pour transmettre, a une largeur de 2200 Hz. Trouvez le débit maximal. Je ne peux pas utiliser la formule de Shannon-Nyquist, à la capacité, puisque je n'ai pas le rapport signal sur le bruit. La formule de Shannon, c'est C égale W log de 2, 1 plus S sur B. Comme je n'ai pas S sur B, je ne peux pas utiliser cette formule. Donc, je vais utiliser une autre formule que j'ai donnée. C'est R, voilà, R max est égal 2 fois W. Donc, R max est égal 2 fois W. C'est quoi cette formule, si vous vous rappelez? C'est la formule qui relie la capacité maximale de la carte réseau en termes de rapidité par rapport au support auquel elle est connectée. C'est-à-dire, elle vous dit que si vous prenez un câble, vous le raccordez à une carte réseau, la carte réseau peut aller à une rapidité maximale qui est égale à 2 fois la bande passante du câble auquel elle est raccordée. Maintenant, même si la carte réseau, elle est rapide, elle est plus rapide, elle est limitée par le câble auquel elle est raccordée. Maintenant, elle ne peut pas aller au-delà de ce que peut lui offrir le câble. C'est comme si vous raccordez une pompe à un tuyau. Vous pouvez avoir une pompe qui est très, très puissante, mais si vous essayez d'augmenter la puissance de la pompe, à un certain moment, le tuyau ne peut pas supporter, il va éclater. Donc le tuyau aussi, il a une capacité. Donc je dois me contraindre par rapport à ce que peut supporter le support en transmission de données. Donc le support, il peut supporter une rapidité maximale qui est égale à 2 fois sa bande passante. Ok. Donc la carte réseau, elle peut aller au-delà, mais elle sera limitée par rapport à cette borne-là, qui est égale à 2 fois W. Donc si je remplace, donc W c'est 2200, donc je vais trouver que la rapidité maximale que peut atteindre la carte avec ce support est égale à 4400 baud, c'est-à-dire qu'elle peut transporter jusqu'à 4400 états par seconde. Tout à l'heure, la rapidité qu'on avait calculée, c'était 200. Donc, en supposant que la carte réseau a les capacités d'aller plus haut, donc la limite supérieure TAHA, c'est 4400. Trouver le débit maximal. Alors, le débit maximal, si je suppose que le Nmax, c'est-à-dire la valeur maximale de N, est égale à 3, c'est une supposition, hein, parce que peut-être que je peux aller plus haut. Mais si je suppose que N max est égal à 3, donc il suffit d'utiliser la formule de D égale NR, donc D max
donc qui est égal à 3 fois cette valeur, 4400. Donc on va trouver 13 200 bits par seconde, c'est-à-dire que c'est le débit maximal que je peux m'offrir avec ce support et avec cette carte réseau. Ensuite, on me dit l'échange d'informations s'effectue dans des conditions défavorables où on a un bruit aléatoire pendant 4 millisecondes. Quel serait alors le nombre de bits mal reçus par le récepteur? Donc on avait dit que les perturbations pouvaient modifier le signal. Et donc lorsque ces perturbations modifient le signal, donc c'est de l'information qui est perdue, il faut la retransmettre. Donc on veut évaluer ici quelle est la quantité de données qui est perdue si un bruit aléatoire, impulsif, dure pendant 4 millisecondes. Donc là c'est une règle de 3, hein. C'est-à-dire que vous avez un débit, vous envoyez à 13 200 pendant une seconde, vous avez un temps 4-10-3, combien de bits seront mal reçus? Donc ça fois ça est égal à ça fois ça. C'est ça la règle de 3. Donc l'inconnu terril, c'est le nombre de bits, donc est égal à 4-10-3 fois 13 200 divisé, non pardon, oui c'est ça, c'est 4-10-3 fois 13 200, donc je vais trouver a priori, si j'arrondis, 53 bits. Donc 53 bits seront perdus suite à ce bruit continu qui a duré 4 millisecondes. C'est clair? Ok. Bon, avant de passer à l'exercice suivant, donc s'il y a un point que vous n'avez pas compris, on peut revenir dessus, hein. Ok, j'avance alors. Exercice 8. Alors, dans l'exercice 8, déjà, visuellement, vous reconnaissez un signal analogique. Tout à l'heure, c'était un signal numérique. Ça, c'est un signal analogique. Je reconnais les formes arrondies sous forme de sinusoïde. On me dit soit un signal analogique suivant véhiculant le message binaire, c'est-à-dire le signal qui est représenté représente cette séquence binaire sur une ligne de transmission d'une capacité de 4000 bits par seconde. Donc ça concerne le support, c'est-à-dire le support qui a été utilisé pour envoyer le signal a un débit maximal théorique qui est égal à 4000 bits par seconde. En déduire la valence du signal. C'est quoi la valence? C'est le nombre d'états différents que je peux générer dans ce signal-là. Là, on n'est pas en transmission numérique. En transmission numérique, j'irai voir le nombre de tensions. En transmission analogique, quand on avait commencé le cours, on a dans la modulation, on peut faire varier l'amplitude, on peut faire varier la phase, et on peut faire varier les fréquences. C'est-à-dire que ce sont 3 paramètres qui peuvent être utilisés pour générer des états différents. Donc, les différences, c'est-à-dire les différentes variations ne sont pas toujours visibles dans le signal. Là, je peux par exemple remarquer qu'il y a une phase 0 ici pour cet état. Je peux remarquer qu'il y a une autre phase qui est utilisée ici, c'est la phase pi. Déjà, je remarque qu'il y a 2 phases. Et j'ai ici 4 amplitudes. Mais est-ce qu'il y a d'autres phases? Est-ce qu'il y a d'autres fréquences qui sont utilisées? Je ne sais rien. Je ne peux pas savoir directement à partir de ce signal. Pourquoi? Parce que le signal n'est pas représentatif de tous les états. Il se peut qu'il y ait des états qui utilisent par exemple des fréquences ou d'autres phases, mais qui n'apparaissent pas ici. Parce que le signal il représente cette séquence. Cette séquence n'est pas en train de me donner tous les états possibles, toutes les combinaisons possibles. D'accord? Il se peut qu'il y ait des combinaisons qui utilisent d'autres paramètres qui n'apparaissent pas dans ce signal. Donc, comment je vais trouver la valence? C'est en raisonnant autrement. Je vais me dire, j'ai un signal qui est constitué d'un certain nombre d'états et ce signal-là a encodé ce message-là. Donc, là, je vais calculer le nombre d'états qu'il y a ici. Combien d'états il y a dans ce signal-là? À votre avis? 4. Voilà. C'est-à-dire ça ne peut pas être autrement. Il ne peut pas être un état. C'est-à-dire là, ça ne peut pas être un état. Pourquoi? Parce que les périodes sont différentes. C'est-à-dire même si j'avais utilisé ce qu'on appelle une modulation par fréquence, j'aurais dû avoir 2 états, plutôt 2 périodes complètement identiques. La période, elles sont différentes. Donc forcément, l'état, il est là. C'est un état. Et comme les états ont tous la même durée, donc forcément, j'ai 4 états. Donc j'ai utilisé 4 états pour représenter
ce signal, plutôt cette séquence binaire, dont la taille est égale à 12. Donc, 12 divisé par 4, ça me donne quoi? 3. Donc, logiquement, chaque état va représenter 3 bits. Donc, si alors, oui, donc ça c'est une schématisation de... Ok, voilà, donc 4 états, donc 12 bits, donc je vais trouver 3 bits par état. Après, V est égal 2 puissance 1. Donc V égale 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 états. 8 états possibles. Alors, le procédé de modulation, là, c'est un peu plus compliqué. Parce que je vais essayer de chercher qu'est-ce qui a été varié pour générer ces 8 états. Je sais que j'ai fait une ASK, c'est-à-dire une modulation par amplitude, parce que là, je vois qu'il y a 4 amplitudes. Pour obtenir 8, parce que je sais maintenant qu'il y a 8 états différents, donc j'ai 4 amplitudes, donc soit j'ai utilisé 2 phases, soit j'ai utilisé 2 fréquences. Parce que pour atteindre 8, il faut multiplier 4 par 2. Donc forcément, soit la phase qui a été variée, soit la fréquence. Il ne faut pas avoir les deux. Donc là, dans le signal déjà qui m'est donné, je peux remarquer qu'il y a déjà deux phases. On dit la phase 0, là c'est une phase 0. Par contre là, pour les deux derniers états, ce n'est pas la phase 0, c'est la phase pi. On peut le remarquer, c'est une phase qui est égale à pi. Il y a un décalage de pi, c'est-à-dire que la période, elle commence ici. Elle ne commence pas là. Donc c'est une phase qui est différente. Donc j'ai deux phases. Donc deux phases et quatre amplitudes. Donc 2 fois 4, ça me donne 8. Donc je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je sais qu'il n'y a pas d'autres phases, je sais qu'il n'y a pas d'autres fréquences, parce que j'ai atteint le nombre d'états nécessaires. Donc là, on vous dit qu'il faut repérer dans le signal s'il y a variation soit de l'amplitude, soit de la phase et de la fréquence. Donc, on a V est égal 2 puissance n, mais c'est égal aussi au nombre de fréquences utilisées, au nombre d'amplitudes utilisées, fois le nombre de phases utilisées lorsque j'ai affaire à une transmission analogique. Hein. Donc, V est égal aussi à ce produit-là. Donc, c'est logique, c'est-à-dire que V, en fait, c'est une variation de fréquence, une variation d'amplitude, une variation de fréquence, je disais de fréquence, d'amplitude et de phase. Donc là, j'ai une seule fréquence, j'ai 4 amplitudes et 2 phases. Donc 2 fois 4 fois 1, ça me donne 8. Est-ce que c'est clair? Donc c'est une modulation par amplitude combinée avec une modulation par phase. Donc j'ai combiné l'ASK et le PSK pour générer le signal. Alors, calculant le débit binaire de la transmission, je calcule R, puisque d'après le schéma, on m'a donné l'échelle. Une unité, c'est 1 milliseconde. C'est-à-dire que ça, c'est le delta. Delta ou là, le T. Donc, si j'ai delta, je peux déterminer R. Donc, R est égal à 1 sur T. Donc, T, c'est en millisecondes. Donc, 10-3, ça me donne 1000 baud. Ensuite, D, c'est R fois N. N, je viens de le déterminer, c'est 3. Donc, ça me fait 3000 bits par seconde. Donc, pour le signal qui est donné, le débit de transmission est égal à 3000 bits par seconde. Question 4. Proposer une technique de modulation pour permettre un débit égal à la capacité de la ligne de transmission. Donc, ça, c'est le débit que j'utilise actuellement. Je n'exploite pas le maximum que m'offre le support. Donc, le maximum que m'offre le support, c'est la capacité théorique que j'ai donné au départ dans l'énoncé, donc je remonte vers l'énoncé, c'est 4000 bits par seconde. Donc on me dit j'ai envie d'exploiter le maximum de ce que m'offre le support. Donc je vais essayer de passer de 3000 à 4000 pour aller plus vite. Donc on me dit proposer une modulation pour atteindre ce débit-là. On suppose que R reste fixe, c'est-à-dire R est égal à 1000. Qu'est-ce que je peux varier? Je peux varier N, c'est-à-dire passer de N égale à 3 à N égale à 4. Donc, en passant à N égale à 4, là aussi, c'est V qui va être impacté. V
va être égal à 2 puissance 4, c'est-à-dire qu'il me faut 16 états. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'avais 8 états. Il faudrait que je change la modulation pour atteindre 16 états. Donc là, ça reste aussi arbitraire, c'est-à-dire ce que vous allez varier, libre à vous. Vous pouvez rajouter 2 fréquences, vous pouvez rajouter 2 phases pour atteindre justement cette valence qui est égale à 16. L'essentiel que le produit nombre de fréquences, nombre d'amplitudes, nombre de phases vous donne 16. Donc ça, vous pouvez considérer toutes les combinaisons possibles, soit 4 phases, 4 amplitudes, ou la 4 fréquences, 4 amplitudes, ou la 2 fois 2, 4. C'est pour ça qu'on vous demande un procédé de modulation. Donc c'est à vous de le donner. Bon, Anna, dans l'exemple de la solution, donc j'ai proposé donc 4 amplitudes et rajouter 2 phases. Tout à l'heure, on avait la phase 0pi, on a rajouté 2 nouvelles phases, pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc je n'ai pas rajouté de fréquence. Donc j'ai simplement 4 amplitudes et 4 phases. 4 fois 4, ça me donne 16. Après, il faut donner le procédé de modulation, c'est-à-dire le détail. Le détail, c'est quoi? C'est le tableau de correspondance entre chaque combinaison et chaque signal, chaque état de mon signal. Il ne faut pas qu'il y ait deux combinaisons qui ont les mêmes paramètres. Donc les signaux doivent différer, les états de Terry, mon signal, doivent différer soit dans l'amplitude, soit dans la phase, soit dans la fréquence. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes paramètres, sinon ça serait le même état. Donc je prends mes 16 états, les 16 combinaisons possibles, et je leur associe une amplitude, une phase, une fréquence. Bon, la fréquence n'a pas été variée, donc ça sera une amplitude et une phase. Donc là aussi, c'est arbitraire. Chacun aura son propre tableau. Okay. Donc, moi, je vais tracer mon signal par rapport au tableau que je donne. C'est-à-dire celui-là. Donc, je prends mon message, je vais le découper en blocs de 4, parce que chaque état va transporter 4 bits. Donc, le premier bloc, c'est 0, 1, 1, 0. Je reviens vers mon tableau. 0, 1, 1, 0, il est là. C'est A2, phase pi. Donc, je vais tracer A2, phase pi. Donc, phase pi, c'est un décalage de pi et avec une amplitude A2. L'autre état, c'est 1000. On va vérifier. Donc, 1000, il est où? Oui, A3, phase 0. Voilà, A3, phase 0. Et le dernier, en 0,1. Voilà, en 0,1, A4, phase pi sur 2. Donc, ça commence au summum. Donc, phase pi sur 2, A4. Donc, c'est l'état en 0. OK. Donc, là, j'ai représenté mes 3 blocs. Avec la modulation que j'ai donnée. Vous pouvez éventuellement donner un autre tableau de correspondance qui va vous donner un signal différent, pas forcément le même que le mien. Est-ce que c'est clair? Okay. Bon, on n'a pas encore abordé ça. Je reviens vers le cours. Alors, le cours, il est là. Alors, je vais aborder autre chose. C'est comment caractériser une liaison de données. Donc, une liaison de données, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'histoire, le sens des échanges, c'est-à-dire full duplex, half duplex. Donc, il y a ce critère, mais on peut avoir aussi d'autres critères qui vont être considérés pour caractériser une transmission de données. Le premier critère, c'est le sens des échanges. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'une liaison permet donc de transmettre les données dans les deux sens, ou là dans un sens, ou là, et dans les deux sens, est-ce que c'est en simultané, ou là c'est un à la fois. Donc c'est ces caractérisations qu'on va considérer. Donc le sens des échanges, j'ai trois possibilités. J'ai ce qu'on appelle les liaisons simplexes. Donc les liaisons simplexes, c'est quoi? C'est que la liaison, elle est toujours, elle va transporter les données toujours dans un sens prédéfini. C'est-à-dire, c'est d'un équipement vers l'autre, mais jamais dans l'autre sens. Un exemple, vous prenez votre clavier.
C'est-à-dire le clavier, lorsqu'il est raccordé à votre ordinateur, à votre PC, ben, le transfert des données se fait toujours du clavier vers l'unité centrale. L'unité centrale n'a pas besoin d'envoyer au clavier. C'est le clavier qui envoie les codes des caractères lorsque vous tapez sur les touches. Donc vous générez le code ASCII correspondant. Il n'y a pas besoin que l'unité centrale envoie vers le clavier. Donc la liaison qui relie le clavier vers votre unité centrale, c'est une liaison simplex. Parce que c'est la transmission de données qui le veut. D'accord? On peut trouver pas mal d'exemples de liaisons, c'est-à-dire que dans les premiers réseaux, prenez les terminaux, c'était simplement des interfaces entre l'utilisateur et un ordinateur central qui était distant, c'est-à-dire c'était des écrans et des claviers. Là aussi, on avait affaire à des liaisons soit simplex, soit des liaisons half duplex, c'est-à-dire que soit j'avais besoin d'envoyer simplement des données vers cet ordinateur central, et dans certains cas où l'ordinateur central peut-être devait m'envoyer les résultats, peut-être c'était du half duplex. On peut aussi considérer, par exemple, dans les réseaux de capteurs, lorsque vous avez un ordinateur central qui va récupérer des mesures venant de capteurs, l'information elle est simplex, c'est-à-dire elle va toujours du capteur vers l'ordinateur central. L'ordinateur central n'a pas besoin d'envoyer des données au capteur. On retrouve ça, par exemple, dans les avions, dans les voitures. Dans les voitures, vous avez un certain nombre de capteurs qui sont installés, qui envoient cette information vers un ordinateur qui gère ces informations. Donc là aussi, je n'ai pas besoin de gérer la liaison en bidirectionnel parce que l'information circule toujours d'un équipement vers un autre. Donc, quand on dit liaison simplex, ce n'est pas forcément par rapport à la disponibilité de fil, hein. Ce n'est pas par rapport au câblage, parce qu'il y a un câble ou il y a deux câbles. C'est que le besoin de communication se fait toujours dans un sens. Je n'ai pas besoin de communiquer dans l'autre sens. C'est toujours l'équipement HADAC qui envoie vers l'équipement B. B n'a jamais besoin d'envoyer vers A. D'accord? C'est par rapport à un besoin de communication et non pas par rapport à une contrainte, j'allais dire physique, parce que je n'ai pas de j'ai un seul câble ou non, c'est par rapport à un besoin de communication. Et donc j'avais parlé de clavier, on peut parler aussi de la souris. La souris toujours c'est une liaison simplex avec l'unité centrale, etc., etc. Half duplex et full duplex, on l'a introduit tout à l'heure. Donc le half duplex et le full duplex, c'est permettre donc une communication bidirectionnelle. Mais dans le half duplex, ce n'est pas en simultané, c'est-à-dire c'est l'un qui envoie les données à l'instant T. Par contre, le full duplex, ça permet d'offrir donc la possibilité aux deux équipements de transférer des données en même temps. Ok. Alors le half duplex, c'est en fin de compte, c'est des cas. Bon, on a donné l'exemple de talkie-walkie, les communications, la police, etc. Mais on peut aussi parler de ça dans les cas dans les réseaux. C'est quand, par exemple, des dispositifs qui ne font qu'envoyer des requêtes et qui affichent des résultats. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de terminaux. C'est-à-dire que le terminal tel, lorsqu'il est raccordé à un serveur lointain, j'ai plusieurs terminaux qui sont raccordés à cet ordinateur central. Donc, en tant qu'utilisateur, je n'ai pas de moyen de stockage au niveau de mon ordinateur. Je fais que saisir des commandes sur le clavier. Ces commandes-là vont être envoyées vers l'ordinateur lointain. Il va exécuter ces commandes. Il m'envoie les résultats de ces commandes-là, ces requêtes, qui vont être affichées au niveau de l'écran. Donc, il y a un temps où j'envoie la requête, c'est-à-dire je vais exploiter le réseau dans un sens, mais pendant ce temps-là, j'attends le résultat. Le résultat, une fois que le résultat a été traité, est prêt, il va m'être renvoyé dans le sens inverse. Donc, je n'ai pas la possibilité d'avoir un échange en simultané, c'est-à-dire c'est toujours l'envoi d'une requête, j'attends le résultat me vient après. Bah, quand j'ai le résultat, je peux envoyer une deuxième requête. Donc, c'est une liaison half duplex, c'est-à-dire je ne peux pas avoir une transmission en bidirectionnel en simultané. C'est toujours en half duplex, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui parle et il attend la réponse de l'autre. C'est-à-dire l'autre ne peut pas me répondre, ne peut pas m'envoyer des données si moi je ne l'interroge pas. Ok? C'est-à-dire c'est comme si vous êtes très timide. Si on ne vous pose pas la question, si on ne vous interpelle pas, vous ne répondez pas. Donc, je ne peux pas avoir le cas où je parle et vous parlez en même temps. C'est-à-dire vous êtes tellement timide que vous attendez que je vous interpelle. Donc, c'est le même cas dans les liaisons half duplex. C'est-à-dire qu'il faudrait que une machine interroge une autre machine pour que l'autre lui envoie des données. Sinon, elle ne le fera jamais.
Donc, dans ces cas-là, je suis dans une liaison hard duplex. Le full duplex, c'est dans le cas où les deux machines peuvent envoyer des données, parce qu'elles s'échangent, elles n'ont pas besoin d'avoir d'autorisation pour envoyer, c'est-à-dire qu'elles peuvent envoyer sans qu'on les interroge. D'accord? Donc ça, je suis dans le cas full duplex. Alors, physiquement, comment je vais implémenter? Dans le cas simplex, il me faut un seul fil, c'est-à-dire un seul canal de transmission que j'exploite à plein débit. D'accord? C'est-à-dire que tout le débit qui m'est offert par le canal, je vais l'exploiter dans un sens, puisque la communication va toujours de la machine, par exemple le client, vers le serveur. Dans le cas half duplex, je partage le débit dans le temps, c'est-à-dire une fois j'exploite le fil dans un sens, et au retour, c'est-à-dire l'autre sens, j'exploite aussi la totalité du débit, mais pas en même temps, c'est-à-dire c'est un partage dans le temps. Donc je peux avoir un câble physique qui sert à l'échange aux deux échanges, dans les deux sens. Pour le full duplex, la meilleure solution, c'est d'avoir deux fils, c'est-à-dire un fil dans un sens et un fil dans l'autre sens. Maintenant, s'il n'y a pas de fil, si vous avez un câble, vous pouvez partager ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire partager ce qu'on appelle la bande passante en utilisant une transmission analogique. C'est-à-dire que vous allez partager certaines fréquences pour créer un canal dans un sens et l'autre partie de la bande passante, vous allez la dédier à l'autre sens. Mais quand vous allez partager la bande passante, et on y reviendra lorsqu'on parlera du multiplexage, vous allez partager le débit. Si vous avez un seul câble et que vous partagez sa bande passante par exemple par deux, maintenant une partie de la bande passante elle est utilisée pour envoyer dans un sens et l'autre partie de la bande passante c'est le sens inverse, le débit va être divisé par deux, c'est-à-dire la moitié dans un sens et la moitié dans l'autre sens. Hein? Donc on reviendra sur cet aspect lorsqu'on abordera le multiplexage. C'est pour ça qu'il est préférable, si je suis en full duplex, d'avoir deux fils, parce que vous allez exploiter chaque fil avec le débit maximal qu'il vous offre. Vous n'allez pas le partager. Par contre, si vous prenez un fil et vous partagez sa bande passante, le débit sera partagé entre tous les flux qui circulent sur ce fil. Est-ce que c'est clair pour ce qui est du simplex? Oui, oui, allez-y. Euh, mhm. Oui, ben, c'est ce qu'on avait considéré. Si tu te rappelles, half duplex, qu'on appelait lorsque le message arrive vers B, je ne peux pas le renvoyer directement. Je suis obligé d'attendre que tout le message arrive vers B. Maintenant, la liaison se libère complètement dans le sens aller pour que je puisse renvoyer le message vers A. Donc, je suis dans le half duplex, c'est-à-dire que je peux exploiter le bit directionnel, mais pas en même temps. D'accord? Maintenant, le message B, c'est ça ce qu'on avait vu, vers A. Par contre, dans le full duplex, non, puisque j'ai deux fils. Voilà, je peux. C'est-à-dire, dès que je reçois le premier bit, je l'ai balancé sur l'autre versant. Donc, je n'étais pas obligé d'attendre l'arrivée de tout le message. OK. Donc, c'était ça la différence. Oui, oui. Enfin, win, win. Simplex, tu parles du simple? Non, dans un sens. C'est-à-dire, c'est un sens qui est prédéfini. Oui, c'est un seul sens. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, les liaisons entre le clavier et votre unité centrale. La souris est entre l'unité centrale. C'est-à-dire, le clavier, c'est toujours lui qui envoie vers l'unité centrale. L'unité centrale n'a rien à envoyer au clavier. Quand tu appuies une touche sur ton clavier, c'est là où le code, le code ASCII du caractère est envoyé. Mais sinon, l'unité centrale, qu'est-ce qu'elle va envoyer au clavier? Elle n'a rien à envoyer. Donc c'est une liaison qui est toujours simplex. La souris tannée, la souris, c'est une liaison simplex. C'est-à-dire le fil qui relie la souris vers votre PC, c'est une liaison simplex. C'est-à-dire que c'est toujours la souris qui envoie des données vers l'unité centrale. L'unité centrale n'a pas besoin d'envoyer à la souris, elle n'a pas besoin d'envoyer au clavier. Qu'est-ce qu'elle va leur envoyer? Non, c'est le clavier ou la souris qui envoie vers l'unité centrale les informations. Donc c'est la communication qui le veut. Ok? C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'envoyer vers ces équipements-là. J'ai besoin plutôt de recevoir de ces équipements-là. Et donc dans les réseaux, on a des équipements comme ça. Il y a des équipements qui sont là simplement pour générer de l'information, récupérer de l'information et l'envoyer. Mais ils ne reçoivent au moins jamais de l'information. Donc c'est ce qu'on appelle des liaisons simplex.
Il y a d'autres liaisons, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est des liaisons entre des équipements où j'interroge. C'est-à-dire que l'autre, il ne peut pas me répondre si je ne l'interroge pas. C'est le cas d'Alihab duplex. C'est-à-dire que moi, je dois envoyer des requêtes pour avoir des données. بعد, quand il a préparé le résultat de la requête, il me l'envoie. Mais si je ne l'interroge pas, lui, il ne m'envoie jamais. Donc, c'est une liaison Alihab duplex. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir un échange de données en bidirectionnel. C'est que la communication, elle ne se fait jamais. C'est comme si quelqu'un qui ne parle pas, qui est timide. Donc, si vous ne lui parlez pas, il ne vous parle pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous l'interrogez, vous lui posez la question pour qu'il vous réponde, il vous répondra par rapport à ce que vous lui avez posé comme question. Badi se tait. Donc, ça, c'est une liaison half duplex. Full duplex, c'est des équipements qui parlent tout le temps. C'est-à-dire pendant que l'autre parle, l'autre il parle. Et donc, il y a un échange en simultané de données. Donc, tout dépend des équipements, comment ils sont, enfin, qu'est-ce qu'ils sont en train de s'échanger, c'est-à-dire le type de communication qui est établi entre les équipements. Donc, en fonction de là, donc on va qualifier la liaison soit de simplex, soit de half duplex, soit de full duplex. C'est clair? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok. Bon, on va s'arrêter là. On va continuer mardi. On m'avait dit mardi, Inch'Allah, à 10 heures. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours d'aujourd'hui? Ok. Ok, mardi, Inch'Allah, à 10 heures. Allez, salam, au revoir. Bonne nuit.